Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour Monsieur Fernand Lopez, comment ça va? Je vais bien, et toi-même. Ça va très bien, écoute, ça va très bien. Actualité chargée, combat Volkanovski-Islam Makhachev. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Est-ce que toi, t'as été le premier surpris? Personne ne s'attendait à ça. Ah bon? Que ce soit serré comme ça, quand même. Euh, Serré comme ça, mais non, pas ça, mais on avait dit tout ce qu'il y avait possibilité qu'il y ait une surprise, qu'il y ait quelque chose. Effectivement, pas aussi serré, mais on- Volkanovski, c'est pas n'importe qui. S'il est classé numéro un pound for pound, il y a bien une raison. C'est ce qu'il veut dire. On parle de la catégorie de 70 kilos, ils sont classés pound for pound. Alors qu'il y a des lourds légers, il y a des lourds, il y a des middle. Je pense qu'ils sont vraiment bons, ces mecs-là. Ces deux-là sont très bons. Euh, Moi, j'ai été très surpris de la différence visible de poids. Ça faisait genre, c'était bizarre. Ça faisait genre, il y a deux KT qui les séparent, tu vois, c'était bizarre. Et puis, j'ai trouvé le combat magnifique, mais je n'ai aucun doute sur la domination de Volkanovski. Moi, j'ai vu que Volk a de Makhachev. De Makhachev, ok. Pour moi, Makhachev a dominé. Moi, j'ai aucun doute dessus. C'est que de ce que j'ai vu, Makhachev a dominé le combat. Maintenant, ça et là, il y a eu des phases, notamment au cinquième round, où il lui marche dessus. Il marche sur Volk marche sur Makhachev parce qu'il y a cet effet fatigue, parce que mentalement il est monstrueux, Volkanovski. Euh, mais moi je comprends pas les cris au vol, au braquage, je comprends pas en fait. Non, je trouve que le combat était correct, très équilibré, mais il a toujours été au-dessus. Makachev a été dessus en boxe, il a été dessus en lutte, il a été dessus au sol, mais j'ai été extrêmement impressionné par Volkanovski. Extrêmement impressionné. Parce que visuellement, tu vois que les gabarits sont complètement différents. Et donc, tu t'attends à ce que quand il y a un impact, qu'il y ait une transparence sur qui est le mal dominant. Mais tu vois que non, ça match. Tu vois que de temps en temps, sur le corps à corps, on voit un mec qui est en face, qui est un petit pince, qui est en train d'appuyer un mec qui est un géant sur la cage, quoi, et qui le contrôle quelques secondes. On voit même qu'il tente de les amener au sol. On sent effectivement qu'il y a le poids qui joue et pour qu'il n'y ait pas l'amener au sol final, mais aussi la posture, l'attitude. Mais voilà, j'ai été impressionné par. Euh, c'est pas juste que j'ai été impressionné, j'ai pris des notes, j'ai rajouté des éléments que j'ai vus de la défense d'amener au sol, surtout de comment remonter pour adapter ça sur le camp d'entraînement de Cyril. Ces phénomènes-là, ce qu'il est capable de faire, de rebondir. Et donc, c'était un très bel enseignement pour moi. Mais non, moi, je suis pas outré par l'issue du combat. C'était quelque chose de plutôt. Moi, je trouve que enfin, c'était plutôt équilibré, mais il n'y a pas lieu de parler de crier au vol ou quoi que ce soit, tu vois. Et Même après, la fin du combat, même la fin du combat, enfin, c'est peut-être ça, à mon avis, qui a le plus marqué les gens. C'est de se dire oui, que, ouais, mais un combat ne se marque c'est pas sur ça, un round. c'est ça, c'est Enfin, ça. tu peux pas juste dire que l'autre t'a dominé et t'a mis des timings de fou au troisième round, au quatrième round. Genre, le troisième, il démarre sa boxe. Il y a un timing où tu vois bien comment Volt s'engage sur quelque chose et c'est clean. C'est que changement de niveau, Makachev est sur la hanche, il le pose sur les fesses calmement, sans aucune discussion. Effectivement, il y a un scramble, il se bat comme il peut et il revient parce qu'il a cette capacité à revenir. Je pense que même dans la tête de Makachev s'était mis dans la stratégie de je ne le conserve pas longtemps. Vouloir le conserver va me pomper l'énergie. Comme c'est un long combat, je le laisse remonter, je le ramène. Je le laisse remonter, je le ramène. C'est une stratégie qu'on utilise. C'est une stratégie, par exemple, que Sirigan a utilisée contre euh, Rosenstrike, où à un moment donné, Jerzino, on le faisait tomber, mais la convention, c'était si jamais tu tentes un timing.
Le gars tombe sur le moment, tu le fais tomber. S'il y a la moindre résistance, tu laisses tomber, tu repasses en clinch tie. Comme ça, on économise l'énergie. On va pas mettre l'énergie sur quelque chose qui ne paye pas. Je pense que c'est une stratégie aussi de la part de Makhachev et du coup, ça a arrangé la stratégie de scramble et de retour debout pour Volkanovski. Très, très haut niveau de combat. Et je ne serais pas choqué si sur le classement mondial, on laisse. Ouais, il reste premier, ouais. Voilà. Je ne serais pas choqué si Volkanovski reste numéro un compte tenu de ses états de service, puisque le nombre de ceintures qu'il a défendu, le nombre de fois, le nombre de fois où il a combattu et Makhachev, ce qui lui est devenu champion très récemment, il n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de sorties pour qu'on puisse lui donner ce statut de GOAT, quoi. Mais en tout cas, gros combat qui m'a paru clair et équilibré. Et tu penses que ça donnerait quoi, une revanche? Est-ce que tu penses qu'on serait sur quelque chose où, du côté de Volkanovski, tel qu'on allait, bah, il y avait une claire inversion quand même des forces en présence? Bah, je pense que la revanche donnerait plus de confiance à Volk, mais attention, Makhachev qui se prépare à un Volk qui sera mieux, va aussi venir super armé, mentalement déjà. Makhachev, vers la fin, ça a été dur mentalement. Mais si Makhachev sait qu'il va réaffronter Volkanovski, ils ont dit les mêmes choses, ils ont dit quasiment les mêmes choses sur le. Makhachev a sous-estimé le niveau de sol et de lutte de Volkanovski. Volkanovski a sous-estimé le niveau de boxe de Makhachev. Makhachev a fait une boxe extraordinaire. Les touches étaient parfaites, les timings parfaits. Il recule au bon moment, il touchait en check au bon moment. Tout était juste parfait sur la majorité de rounds en tout cas. Ça fait juste le high kick était là. À chaque fois qu'il y avait une moindre derrière, boum, le high kick de Makhachev montait. C'était très propre ce qu'il a fait. Volk revient, il sait qu'il aura affaire à une très belle boxe. Makhachev revient, il sait qu'il aura affaire à une belle lutte. Peut-être que pour une fois, ils vont chacun se concentrer, chacun dans son domaine, pour donner le meilleur de soi, d'eux-mêmes. Je ne sais pas, je ne suis pas pressé pour avoir ce match-là de revanche. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a mieux à faire, parce que moi, j'aimerais bien voir euh, Yair Rodriguez aller titiller Volkanovski à 66 kilos. Tu penses qu'il peut le titiller? Je pense que c'est l'un des rares qui peut le battre. Ok. Ok. À 66 kilos, je suis persuadé que Yair Rodriguez peut le battre. Il est très dangereux au sol. Le sol et la défense de sol qu'a montré Volkanovski, c'est très intéressant. Mais le sol que propose Yair Rodriguez est extrêmement dangereux. Même sa boxe debout, elle expose, mais il touche sérieusement. Vraiment, quand le combat a commencé entre Josh Emmett et lui, on a senti tout de suite que ça allait être une nuit sombre pour Josh Emmett. Parce que tu te dis, Josh Emmett, il est fort debout. C'est debout qu'il doit gagner. Mais là, tu vois qu'il prend des pêches et qu'il ne gère pas bien la distance, il ne gère pas bien les engagements et tout. Et tu te dis, ça va être comment il va faire la solution. Effectivement, il avait la solution sur ce qu'on appelle le knockout power. Il a une belle puissance et dès qu'il a touché, on a senti qu'il a sonné Yair Rodriguez. Mais tout de suite, le sol repart et tout. Et il a réussi par le finaliser par le triangle sur le deuxième round. Donc, je pense qu'à 66 kilos, c'est le match à faire. C'est le premier match à faire. Ensuite, on laisse un peu nourrir les choses, on laisse un peu gérer, d'autant plus qu'il y a une très grosse polémique sur Makhachev en ce moment. Une accusation très grave, très lourde, qui est lourde de conséquences et il faut faire très attention d'accuser les gens quand on n'a pas encore les preuves. Donc, j'espère bien que le camp de Volkanovski va s'armer parce que si je suis le manager de Makhachev, je porte salement plainte. Genre, je porte une fat plainte de diffamation. C'est un truc très lourd, tu as vu. C'est pour qu'il y ait un message qui soit envoyé. Parce que là, très clairement, chez Ariel Awani, ils ont insinué de manière très forte que Islam Makhachev se serait fait une injection pour récupérer plus rapidement. Et à quel point ça... Est-ce que Fernand, tu peux expliquer ça justement, les intraveineuses qui sont interdites depuis la mise en place de l'USADA en 2015 à l'UFC? Il y a beaucoup de combattants qui faisaient ça après les pesées, mais à quel point ça peut changer, à quel point ça peut aider les athlètes qui le font, ça? C'est une affaire de temps, essentiellement. En gros, quand tu récupères, quand tu as terminé
ta coupe de poids et que tu descends de la balance, il y a ce qu'on appelle la reconstitution. La reconstitution se fait par ce qu'on appelle les protéines et les sucres solides ou rapides ou lents. Et c'est là où ça joue la différence. En gros, quand tu descends, ce qu'on te recommande de manière générale, c'est de commencer par tout ce qui est rapide. Parce que c'est rapide, parce que c'est déjà liquide, c'est déjà à l'état liquide. Tu prends une boisson euh, isotonique, une boisson, voilà, une boisson où il y a du sucre, de l'eau et du sel. Cette boisson-là, elle va rapidement dans le sang, elle passe rapidement les lymphes et tout, et donc va rapidement dans le sang, elle va rapporter les minéraux que on a perdu quand on a transpiré, quand on a perdu de la sudation, en fait. En même temps, les protéines, tu as besoin de ce ciment-là qui vient constituer la brique du corps. C'est vraiment de la matière pure. Le muscle est constitué de protéines. Du coup, quand il y a ce qu'on appelle la déplétion protéique, donc la détérioration de la protéine due au fait que tu manges moins de protéines, tu as diminué tes apports, dû au fait que le MMA est un sport de combat, donc il y a des impacts, et il y a de la protéolyse, la destruction de la protéine quand il y a des coups qui sont pris sur le corps. Bah, cette partie-là aussi va être accélérée par le processus. Et donc, tu vas prendre de la protéine rapide, donc la protéine qui est en poudre que tu vas diluer, que tu vas mettre avec de l'eau pour que ça passe rapidement dans le sang et dans le système et que ça t'apporte tout de suite la reconstitution. Ce principe-là, tu l'accélères encore 10 fois plus si tu fais une intraveineuse. En général, de manière générale, le qui va plus parler aux gens, c'est les enfants qui ont subi un problème, une diarrhée par exemple, et donc ils vont avoir diarrhée, vomissement. Quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils sont pris aux urgences, ce qu'on leur donne tout de suite, c'est une intraveineuse qui a une intraglobulineuse de glucose. On appelle ça glucose parce qu'en prédominance, il y a du sucre dans ça. Mais il y a du sucre, mais il y a aussi du sel. Il y a des sels minéraux, il y a du sucre et de l'eau. Le corps humain est constitué en majorité de ça, quasiment 60%, même chez les nourrissons. Et donc, du coup, on va ramener rapidement par intraveineuse, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par la bouche et puis l'œsophage et tout ce qu'il y a pour passer la lymphe, là, on va passer directement dans le sang pour aller reconstituer rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui était fait avant. Depuis l'arrivée du ZADA, ça a été interdit. Les intraveineuses, avant le combat, sont interdits. Si jamais tu fais une intraveineuse après la pesée, le combat est immédiatement annulé et tu es suspendu. Enfin, tu es menacé d'être suspendu. En tout cas, il y a une peine applicable pour ça. Donc, comment il s'appelle le 70 kilos qui a porté la première accusation sur Twitter? Dan Hooker. Dan Hooker prétend que il a des informations d'une infirmière qui aurait été embauchée en Australie pour aller appliquer des intraveineuses. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Moi, j'ai fait une formation dessus. Il y a pas mal d'athlètes et tout à l'époque, avant USADA, où on avait ça, où on disait quand tu as fini de perdre de poids, il faut poser une perfusion. On a ce truc-là qui se faisait avant USADA. Dorénavant, c'est interdit. Si tu le fais, à partir du moment où il y a même un accident, imaginons que tu as fait un malaise. Tu es amené rapidement aux urgences la veille de ton combat ou la semaine de la fight week. S'il y a le médecin arrive et qui veut donner des médicaments, il faudrait que ce soit pas par intraveineuse. Si ça passe par l'intraveineuse, tout de suite le combat est annulé, aussi simplement que ça. Tu penses que c'est une mauvaise chose, toi? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu annuler ça, l'UFC? C'est qu'il y avait trop, ils avaient peur qu'il y ait trop de variations de poids et que ça encourage les athlètes à faire toujours plus? Déjà, c'est ça. Ça a deux volets. Le premier volet, c'est que, trois volets même. Le premier volet, c'est que ça réduit les chances de vouloir trop couper le poids. Parce qu'il y a des personnes qui, sachant qu'elles vont accélérer le processus de récupération qui se fait aujourd'hui dans la nuit, tu te pèses la veille, tu termines ta pesée vers 11 heures, tu as toute la journée pour aller progressivement sur tout ce qui te manque comme aliments et micro-aliments pour faire de la reconstitution. Tu vas commencer par l'eau, une bonne gorgée d'eau, tu vas prendre une boisson isotonique, tu vas prendre derrière ça des fruits, parce qu'il y a de l'eau, mais il y a des vitamines dans les fruits directement. Tu vas rajouter tout de suite une boisson, on a déjà parlé de la boisson isotonique, tu vas rajouter tout de suite une boisson rapide qui va te ramener de la protéine, donc c'est de la protéine rapide, et tu vas
ajouter les aliments solides. Donc, tu vas rajouter les sucres lents, cette fois-ci, les pâtes, le riz. Et ensuite, tu vas compléter avec la protéine solide, le poisson, les œufs, la viande, ce que tu veux. On a rajouté les fruits, les salades. On va passer la nuit à rajouter de l'eau, de la boisson isotonique, progressivement jusqu'au lendemain. C'est ça qui constitue la reconstitution. Pour gagner du temps, en IV, tu vas plus rapidement et ça soigne plus rapidement. Mais en enlevant ce processus, du coup, on est sûr que les gens vont être moins tentés à perdre trop de poids. Le deuxième élément, c'est que ça réduit les probabilités de tricher. Ce que je veux dire, c'est que si on peut passer les aliments par intraveineuse, on peut aussi passer pas mal de produits par intraveineuse. Troisième élément, ça évite, ça protège des alertes des pseudo-médecins. Tous les anciens coachs de cette ancienne génération ont fait des formations pour pouvoir, ou pas, pour pouvoir poser une perfusion. On apprenait à poser une perfusion, aussi simple que ça est dans la perfusion. Certains, notamment du côté du Brésil, mettaient que de l'eau, beaucoup d'eau. Certains rajoutaient même d'autres choses que l'eau. Mais de manière générale, l'eau, c'est ridicule. En fait, ce qu'on aurait dû rajouter, c'était du glucose. C'était vraiment ce qu'on appelle les perfusions glucosées, quoi. C'est de l'eau, du sucre et du sel pour récupérer rapidement. Donc, si tu veux, il y a ces éléments-là à rajouter. Moi, je trouve que c'est bien que les coachs et on n'ait pas besoin de payer des infirmières, des machins pour venir faire des soins à l'hôtel à 2 jours du combat, à la veille, à quelques heures du combat. C'est mieux qu'on laisse ça au service médical et que les médecins interviennent dès qu'il y a un risque et qu'on ne peut plus combattre. Alors que là, on joue avec le feu. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, pour revenir sur ma chèvre, je pense que les éléments qu'on présente aujourd'hui, que ce soit Dan Hooker, que ce soit toute la team, sont très faibles pour des accusations aussi lourdes. Dire on a vu sur une photo qu'il y avait une espèce de trou ou une espèce de tache qui ressemble à le trou d'une aiguille pour une intraveineuse, c'est peu. Je pense que Dan Hooker a d'autres informations. Je pense qu'il a des informations où ils ont eu des infos que l'équipe de Mahachef cherchait une infirmière ou un infirmier, mais ils font de la déduction et ils en déduisent qu'il y avait une idée quelque part. Je ne pense pas qu'ils aient une preuve, c'est pour ça qu'on n'a pas encore la preuve. Et auquel cas, c'est très sale de pouvoir faire une accusation comme celle-là. Par contre, bah oui, non mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Par contre, concernant le clan Khabib Makhachev, on l'a encore vu extrêmement marqué à la pesée. À ce niveau-là, est-ce que tu comprends que les gars, donc que ce soit Khabib sur la fin de sa carrière ou là Islam Makhachev, enfin, on a vraiment l'impression que ça leur coûte de faire le poids. Et comment toi t'expliques ça? Quelles sont les pistes potentielles? Et surtout, tu te dis, c'est pas durable. Je ne le vis pas bien. Je n'aime pas ce qui se passe là, surtout ça a été un délire sur l'Australie. Ça a été un délire. Et est-ce que tu as regardé l'interview après post-pesée de Josh Emmett? Ah non, mais Josh Emmett, lui, change de visage carrément. Ouais. Mais c'était un squelette. Josh Emmett n'a rien à faire là pour une interview. Je comprends pas que il y a un autre même qui a fait des convulsions en direct, qui a été en mode convulsion comme ça. Il était comme ça, il répondait aux questions. C'est un délire. Les mecs sont dans un état pitoyable. Il faut qu'on arrête ça. Il faut absolument que on encourage ces mecs à monter de KT. Je pense qu'aujourd'hui, Makhachev devait penser à aller combattre dans une catégorie supérieure, d'autant puisqu'il a déjà été champion à 70 et qu'il a défendu et il est considéré probablement comme l'un des codes ou en tout cas le pound for pound, discutablement. Je pense que ce serait bien qu'il monte. C'est extrêmement dangereux ce qu'on voit là. Pour toi, il y aurait des solutions potentielles ou pas? Parce qu'on peut se dire qu'on peut pas forcer les gars tant qu'ils font le poids. Non, en réalité, il n'y a pas de solution à part la volonté de chacun de le faire, puisque dès qu'il y a un qui descend, tout le monde a besoin d'aller. Enfin, ça devient. Il suffit d'une personne qui dit moi, je vais couper le poids, pour que tout le monde se dise ah, bah, du coup, moi, je vais être mal, quoi. En gros, je serais le seul con à aller combattre près de mon poids. Et non, ce que l'UFC fait de faire un monitoring de poids dès l'arrivée, c'est quelque chose de bien, mais il faut comprendre que c'est limité parce que sinon, des mecs comme Makhachev, on les aurait stoppés. Je pense que si Makhachev faisait un combat normal et c'est pas un main event et que c'est pas important,
on ne le laisse pas combattre. Je, le monitoring de poids est censé déterminer sur la traçabilité des urines pour voir si c'est trop dilué, pas dilué, pour voir à quel niveau tu es, quoi. Enfin, en termes de poids, combien de kilos il te reste qu'on marche, est-ce que tu as un pourcentage trop élevé et décider que tu te mets en danger si tu fais le combat. Mais tu comprends bien qu'on ne va pas aller jouer à interdire ça alors qu'on est à quelques heures du combat et que le combat, il est un combat à gros enjeu comme celui de Makhachev contre Volkanovski. Euh, mais ça restait dangereux. Ça restait vraiment dangereux. D'autant plus que, comme je t'ai dit, la, la reconstitution n'était pas là. L'interview de ces mecs-là après la pesée a duré des quarts d'heure pendant que leurs adversaires étaient en train de se réhydrater correctement dans leur chambre. Et ils étaient là en train de répondre aux questions assoiffés. Enfin, je dis assoiffés, mais c'est sûr qu'ils avaient déjà bu un peu, mais ils n'étaient pas en train de faire ce qu'ils doivent faire, manger, récupérer. Et ils avaient des têtes qui font vraiment peur. Et vraie question à ce sujet-là, justement, pour un Islam Makhachev ou même un Khabib avant, un Khabib n'est jamais monté chez les welterweight alors qu'on voulait tous voir ça. Volkanovski a dit lors de la conférence de presse qu'il était, enfin, il s'attendait, enfin, il avait pas été surpris par la force d'Islam Makhachev. Est-ce qu'en fait, ils peuvent être en welterweight ou en tout cas être aussi compétitifs en welter, parce que peut-être que ça fait partie de ces gars où en moins de 77, il n'y aurait pas la même domination tout simplement. Bah, il faut essayer au moins une fois et puis on verra et puis on en tirera les conclusions. C'est très tôt de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que du côté bas, ça devient très, très difficile. La métamorphose entre je suis normal et j'ai perdu le poids est effrayante et ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se passe. Le corps est traumatisé. Donc, forcément, il faut aller essayer. Après, je ne dis pas que ça va marcher, mais on essaye une fois et puis on voit ce que ça donne. Peut-être qu'il va être meilleur combattant, comme l'a été Johnson, dans une catégorie au-dessus, le faux Johnson, je veux dire, paix à son âme. Anthony Johnson, yes. Et justement, concernant Islam Makhachev et la dernier point, toi, quelles sont les pistes que tu as vues pour les prochains adversaires potentiels? On se disait tous les deux que bon, bah là, le gars, tant qu'il va combattre, clairement, il va rester champion ad vitam. Est-ce que là, tu as vu des choses s'ouvrir un petit peu? La piste que je vois, c'est quand tu es un bon mec qui te rapproche d'un niveau technique du top 10 du sol, vaut mieux ne pas trop lutter à ce qui ne t'amène pas au sol. Je pense qu'il faut l'épuiser à mettre un volume de coups incroyable. Et bon, s'il a des timings, bon, tu laisses tomber le timing et tu te relèves. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie clé. C'est que on, on se fatigue à avoir peur d'aller au sol et finalement, quand on tombe, on est sur le dos, on est coincé parce qu'on n'a pas révisé la solution pour remonter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller jouer le jeu de dire, oh, OK, bon, c'est quoi? Je vais t'allumer sans respecter ta lutte. Et puis, on verra quand je tombe, comment je fais pour me relever. Et tu vois qui dans la catégorie capable de faire ça? Hier, Rodriguez, déjà. Ok. Attends, non, oui, donc ça c'est pour Volkanovski, mais pour Oui. face à Makhachev. Oh, Ouais. chez Makhachev, Ouais. bah, tu vois bien que il est capable de le faire. Comment il s'appelle, le champion, l'ex-champion déjà. Ok. Charles Oliveira, du coup? Ouais, ouais. Ok, Oliveira d'accord. le Ok. ferait très bien Ok. parce il est extrêmement complet Mais par et contre, il y a ce que côté mental qui a réglé aussi. Qui avait. Ouais. oui, c'est pour ça que je te dis que quand tu as accepté le fait de tomber et de te relever, ça va. Quand tu l'as accepté, que tu l'as verrouillé dans ta tête en disant Volkanovski, tu vois qu'il est dans la discussion de peut-être il a gagné le combat alors qu'il est tombé moult fois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors que dorénavant, quand tu es un gars comme Volkanovski, regarde, Ries est dans la discussion d'avoir gagné le combat John Jones. contre John Jones, alors qu'il est tombé. Il est tombé une fois et demie. Il a défendu les autres fois. Mais il y a moyen, en fait. Il y a moyen de dire, bon, vas-y, fais-moi tomber. Si je sais me relever, tu fais quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait, même Volkanovski, s'il revient sur le combat, il se concentre d'avoir une meilleure boxe, il oublie de vouloir défendre la lutte, et quand il tombe, il refait ce qu'il a fait, il revient, il évite juste que la prise de dos soit efficace, il évite juste qu'il ait un body triangle qui donne nécessairement un run à la personne qui t'a verrouillé le body triangle, donc il reste dans ton dos tout le run, c'est épuisant, mais si tu es capable de défendre que la personne s'installe dans ton dos, bon, vas-y, fais-moi tomber, on revient. Parce qu'à faute de m'obstiner à respecter ta lutte et avoir peur de la lutte, je ne fais rien d'autre.
objectivement, Fernand, par rapport à ce qu'a apporté Volkanovski dans l'histoire du MMA en termes de set de compétences, d'état d'esprit, est-ce que tu avais déjà vu un combattant aussi impressionnant? Parce que moi, vraiment, il m'a bluffé, hein, parce que tout ce qu'on voulait voir contre le style Khabib, il y a enfin quelqu'un qui l'a apporté, là. Ou Moi, pas? je suis pas si bluffé que ça, à part le dernier round. C'est que moi, il m'a bluffé Volkanovski parce que mentalement, il est. Mais bon, tout le monde le fait ça, d'avoir le dos pris et puis de parler en même temps et de frapper. Il le fait bien, Kevin Holland. Pourquoi tu n'es pas bluffé par Kevin Holland? Parce qu'il perd bien à la fin, quoi. Bah voilà. Donc, si tu veux, en réalité, je ne comprends pas pourquoi Kevin Holland, lui, perd son combat et puis il n'est pas conseillé comme un monstre. Et puis, de l'autre côté, on a Volkanovski qui perd le combat avec un mec dans son dos. Je pense que le fait que Makhachev soit très, très fort, très, très grand, on ne s'attendait pas à ça et on est impressionné. Mais en réalité, combien de personnes vous avez vu être à l'aise, confortable et dire ça va bien se passer alors qu'il y a quelqu'un dans son dos? Bon, on a souvent vu ça, c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Le gars est confortable, il est confortable, il tient une main, il fait ça, le pouce et puis il continue à frapper. Ça ne m'impressionne pas tant que ça. C'est très bien ce qu'il a fait, hein. Attention. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à la fin, il est vraiment dominé le combat. Il a contrôlé le combat, il était au-dessus, il a frappé, il a touché, il a fait. Enfin, le cinquième round, il est déçu sur tous les domaines. Il est déçu en boxe, en lutte, au sol. Il est déçu. Là, je suis impressionné au vu du combat qu'ils ont fait. Tu vois, moi, c'est ça qui m'impressionne. Donc sur cette UFC 284, Fernand, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a marqué? Quand je dis quelqu'un d'autre, je parle notamment de Jack Della Maddalena, qui, mine de rien, commence à faire son entrée dans la catégorie, on va dire, top 15 déjà welter, et il y a pas mal de gens qui le voient comme le nouveau gars. Est-ce que toi, tu tiens à tempérer un peu tous ceux qui s'excitent, ou au contraire, il y a quelque chose? Euh, je pense que c'est tôt de pouvoir déterminer. Voilà, il est bon, mais je pense que c'est tôt. Je m'enflamme pas tant que ça dessus. Bon bah d'accord, bah merci pour nous. Bien, et on va passer maintenant, on va passer maintenant à la carte Ares 12. C'est ce week-end, le retour d'Ares Fighting, enfin ce week-end pardon, ce vendredi 17 février, le retour d'Ares Fighting Championship. Une carte qui est un petit peu sous les radars, mais quelques noms intéressants. Un titre inaugural chez les Bantamweight. Mhm. Alors comment ça s'est passé déjà? Oui, je t'avais pas posé la question. Comment t'as fait ce combat entre un nouveau venu à Ares et quelqu'un qui fait aujourd'hui partie des meubles, en la personne de Nebarte Peña, puisque il a eu une chance pour la ceinture pour son arrivée, et ensuite, il a brisé le cœur de millions de Français lors de sa dernière sortie. C'était le combat à faire à partir du moment où on a eu le no-go de la fédération sur le combat Mehdi Saadi Demate Peña pour la ceinture. Parce que cette règle-là qui fait que on ne peut pas mettre deux personnes qui ont une différence de 4 combats ensemble. Et donc, du coup, à partir de là, on a réfléchi à voir qui est-ce qu'on pouvait avoir et on avait déjà sur notre radar euh, un franco-algérien. Et je vous avais parlé du fait que j'aurais bien voulu, j'aimerais qu'à long terme, qu'on puisse avoir tous les pays du monde qui aient des représentants. Et donc, il nous restait avoir un, un DZ qui puisse représenter à la fois la France, mais l'Algérie aussi, et le plus titré, le plus placé, en tout cas, chez les Bantamouais, c'était Elias Bouzédan. Et donc, rapidement, ça a été dit là avec son management, Amine, son grand frère, pour trouver une solution pour l'avoir avec nous. Et ça a été facile. Peña Desmarté a accepté le challenge pour la ceinture, pour le titre inaugural. Monsieur Lapillus partant à l'UFC, il y avait de la place. Et puis derrière ça, euh, Elias était là pour ramener l'énergie du. Voilà. Donc, on aura ce Montpellierin qui va affronter le Sud-Africain Desmarté Peña. Non, on va dire Angolais, ouais. l'Angolais Ouais. qui vit, résident en Afrique du Sud et tout, qui est un voilà, gros combat. On a d'un côté quelqu'un d'assez expérimenté qui a déjà une quinzaine de combats et de l'autre 25 combats de la part d'Elias Bouzidam qui a été champion du bref
déjà, et un grand expert. Très bon au sol, grosse expertise au sol. On sait que Demate Peña aime le sol, en tout cas, il ne rechigne pas à faire le sol, même si c'est plus la lutte qu'il aime. Il aime bien boxer et projeter, mais est-ce qu'il va pouvoir déjouer Monsieur Elias au sol? Je suis pas sûr. Donc, gros match en vue. Ensuite, sur la même carte, on a Alioune. Justement, Oui, juste vas-y, vas-y. Aliou Naï, j'avais une question donc affronte le Brésilien Felipe Colares. Comment s'est passée son intégration au MMA Factory? Parce qu'on se souvient, il y avait eu quelques petites tensions. Il devait y avoir le combat William Gomis contre Aliou Naï à Arès. Finalement, William Gomis signe à l'UFC. Hmm. Depuis, ils font partie de la même team. Comment ça se passe? Est-ce que toi, quelles sont tes attentes pour Aliou Naï aussi? Parce que je pense, enfin, c'est pas une signature anodine dans le paysage du MMA français. Est-ce que vous avez un plan aussi de dire, bah, enfin, d'ailleurs, tu en avais parlé, s'il gagne ce combat-là, prochain combat c'est title shot. On ne savait pas contre qui. Voilà. Ah, ça répond aux questions de la plupart de. C'est pour ça que je dis souvent merci à la majorité silencieuse qui, en silence, font confiance et continuent à avancer. Il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui, au lieu de construire le MMA français, l'unité du MMA français, sont venus mettre le feu entre Alioune et puis Arès et puis moi en personnel, alors qu'en réalité, on était loin de la réalité. D'ailleurs, William Gomis, à la base, il doit affronter Damien Lapillus. Il y a un membre de sa team, un coach fou furieux, qui se met à dire n'importe quoi sur les réseaux. Ça va dans tous les sens. Le combat risque de pas se faire et tout. Et puis finalement, on fait comprendre à l'une que, à William Gomis que enfin, c'est parce que le président d'Ares, Fernand Lopez, ne l'aime pas et c'est une mauvaise personne, il ne va pas le faire progresser. Mais au final, le petit est finalement bien conseillé par sa famille et même par son oncle, Grégory Baben, que je remercie. Ce dernier va venir me voir directement et puis on va discuter. Mais finalement, ce petit, alors que tout le monde disait que on lui voulait du mal, ce petit, il a fait quoi? Il a fait le combat qu'il fallait. Ce combat-là a mené à l'UFC. Aujourd'hui, il est à l'UFC. Et c'est la même chose qui risque d'arriver à, à monsieur Aluniae. Aluniae, il a fait ses devoirs. Au lieu d'écouter les rumeurs, au lieu d'écouter ce qu'on lui raconte, il a essayé de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, Aluniae fait partie du MMA Factory. Aujourd'hui, il fait bien son entraînement avec la team Boumae. Et de monsieur Elijah Bokeli, que je remercie beaucoup, mais il est un factorien. On travaille en collaboration et puis tout se passe bien. Et le but, c'est ça, c'est d'affronter, d'avoir des bons matchs qui font sens. Parce que imagine là, les mêmes gens qui disaient à Lunia, bon, c'est n'importe quoi, ils t'ont mis dans la sauce, ils t'ont oublié parce qu'ils voulaient faire passer un tel, ils t'ont oublié. Au final, ces gens constatent que, bon, à Lyon, même avant même d'être déjà au MMA Factory, il a eu son combat contre David Tonacrol. Il a fait un beau combat où il a pu s'exprimer, ça lui a apporté de la lumière, il a pu s'être mis en avant. C'est plus ce qu'on fait à Arès. Arès, c'est vraiment de donner la plateforme à ces jeunes et de leur permettre de s'exprimer, de les faire connaître à l'international. En quelques combats, William Gomis a été reconnu à l'international. Il a combattu à l'UFC. Il a déjà re-signé un combat. Il combat le 22 avril prochain à Las Vegas, et bah, on est déjà sur le cas d'Alioune. Alioune, pareil, il est en train de faire un autre combat et probablement, s'il gagne ce combat, ce sera la direction de l'UFC. Donc, grosso modo, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Ce qu'un manager, un coach, un entraîneur, un promoteur sportif fait, c'est de promouvoir l'athlète, de le faire avancer et lui donner toutes ses chances pour qu'il puisse réussir. J'ai le retour qui me hype beaucoup, le retour de Youssouf Binaté, le franco-ivoirien, qui va affronter un Brésilien, un Tito, qui est avec, voilà, donc les deux à peu près le même palmarès, c'est un 2-0 du côté de Benaté, 2-1 du côté du Brésilien, Tito, donc on verra bien ce que ça va donner, mais on a un jeune là qui a la volonté de combattre tous les samedis s'il peut, quoi. Donc on lui donne sa chance de pouvoir combattre souvent. Dès que enfin, nous, on organise des événements tous les mois et si vous avez envie de combattre, on fait tout pour vous mettre sur les événements pour vous faire combattre. Dès que l'occasion se pose, on a Virgile Agent qui revient contre Sukuna. Sukuna qui est un débutant sur le MMA, mais qui a une grosse expérience en lutte.
qui est une grosse expérience en kickboxing et qui va affronter Vigil Agent qu'on ne présente plus, qui est Vigil Agent, c'est vraiment, je pense que c'est le futur. En termes chez 84 kilos, il est assez complet, mais très méthodique, très posé pour son âge et tout, très stratégique. Je pense qu'on aura un très beau combat dessus. C'est un combat que j'attends beaucoup. Et donc, si vous ne le saviez pas, voilà un combat à regarder absolument. Oui, je pense que c'est tout sur cette Fat 4 là. Enfin, c'est tout. Voilà les combats qui me hypaient enfin, qui me parlent beaucoup sur cette Fight Card là et que j'attends impatiemment. Et je ne sais pas s'il y a d'autres, toi, qui t'ont touché. Je vais regarder Il y a le si, retour de si j'oublie quelque Tourpal quand chose. même. Ah oui, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Topal, ouais, Topal, le 70, 70 kilos, ouais. voilà. Euh, Younoussov, voilà. Topal Younoussov, 70 kilos, parce qu'il y a deux, il y a le frère qui lui combat sur le mois de mars qui est Aboubakar Younoussov. Et donc, on a ce combat-là aussi qui est archi, qui me fait, non, je vais aller oublier un combat super intéressant. C'est le combat des poids lourds. Il y a un poids lourd qui vient de la Russie, plus précisément de l'Ossétie, qui s'appelle Sabanov, qui va affronter Bouzi. Bouzi, c'est un combattant de la Hatch Academy, qui, en poids lourd, qui est sur 4-2, 4 victoires, 2 défaites, et il va affronter ce grand samboïste Sabanov, mais qui est débutant en MMA. Ça promet, connaissant les deux, ça promet des étincelles. C'est un gros combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. Bien sûr, le retour d'Azadeh qui me hype, mais oui, j'allais oublier ce combat-là qui est pour moi très important. Et puis, non, je pense que vous connaissez déjà Bobby Palette qui a affronté Baki. Donc, du coup, voilà. Et non, c'est une belle carte. C'est une carte assez intéressante qui va nous préparer pour la grosse carte de mars. C'est fou parce que on est quasiment à la fin on est quasiment sur le soldat d'Ares 12, mais on a l'événement de mars qui est encore plus sold out, c'est que on se rapproche plus du sold out, on a plus vendu sur le mois de mars que celui du mois de février. Donc, l'Ares 13 s'annonce super énervé avec bien entendu, il y a quoi? Il y a donc on a Damiani qui affronte Ibrahim Mané, l'Italien, qui affronte Ibrahim Mané. On se rappelle du gros combat qu'ils avaient fait avec Pépi l'Argentin. Et là, il y a aussi Robert Valentin qui fait son retour contre Pietro Penini, le no contest qu'il y avait eu à l'époque. Le match est refait, donc intéressant. On a le retour d'Emmanuel Dawa qui va affronter Karim Rabet. Gros match aussi, gros match des anciens, des vétérans français. Et puis, on a le retour de Aboubakar Younoussov, comme on a dit, Xavier Lessou, Badr qui revient, et puis on a Tona Kroll qui revient, et puis, bien entendu, l'événement populaire qui est le Daniel Lenti contre Mathias Ragnar Le Breton. Et ben voilà, affaire à suivre. Réponse le 9 mars pour Ares 13, ce vendredi 17 février pour Ares 12. Le King, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, salut.